Cette soirée dont l'objectif est de répondre à une question qui finalement, sur laquelle beaucoup de nos concitoyens et beaucoup de monde une question que beaucoup de monde se pose. La finance, par rapport aux enjeux ESG, les réponses apportées par la finance sont-elles suffisantes et pertinentes? Voilà, donc, pour répondre à tout ça, nous accueillons Jérôme Boutan. Jérôme Boutan, directeur du CITEPA. Le CITEPA est une association d'experts, de scientifiques, la mission du CITEPA, c'est de contribuer à accompagner les acteurs publics et privés pour leur prise de décision sur les sujets air, climat, énergie. Vous avez aussi suivi la COP27, vous allez nous en parler. Donc Jérôme Boutan, bonsoir. Nous accueillons Jérôme Bachet, bonsoir. Sénateur LR de l'Oise. Donc vous avez coordonné, rédigé un rapport sur les OAT vertes pour la Commission des finances. Vous avez fait... Voilà, il y a des exemplaires. Il y a une version courte aussi sur le site internet du Sénat, évidemment. Vous avez rédigé 22 recommandations à l'attention donc d'un certain nombre de ministères, essentiellement des ministères d'ailleurs, on peut le dire. Et vous allez pouvoir nous parler des solutions apportées par les pouvoirs publics. Voilà, Jérôme Bachet, bonsoir. Xavier Desmadrilles est notre troisième intervenant, notre troisième invité. Xavier est responsable pour HSBC Asset Management, de la recherche et l'intégration ESG. Donc vous êtes, Eric Beyzen disait tout à l'heure, un des pionniers en gestion d'actifs sur ce sujet, donc que vous avez attaqué dès 2003, si c'est bien ce que j'ai entendu tout à l'heure. Et donc vous allez nous parler des solutions des acteurs privés en la matière. Merci Xavier, bonsoir. Tan Long Nguyen, notre quatrième invité, fondateur de QuantCube Technologies. Tan Long, lui, ce qu'il propose, c'est des accès à des données qui sont très difficiles à sourcer, pour certaines qui n'existent pas d'ailleurs, puisque QuantCube utilise des algorithmes pour faire de l'estimation de grandeur macroéconomique en temps réel, et produit également des données alternatives ESG. J'ai bien résumé? Merci. Tan Long, bonsoir. Bien sans plus tarder, Lilian, je te passe le micro. Tu vas nous parler un petit peu de la pression qu'il y a aujourd'hui sur ces sujets, la pression des citoyens, de la réglementation, dans le cadre de la finance, en guise d'introduction. Je te passe le micro. Merci, bonsoir à tous. Donc du coup, je m'appelle Lilian Gonzalez, je suis expert chez Nexiologue sur la question ESG. Effectivement, comme l'a dit Vivien, c'est un sujet qui est important, qui est apparu très tôt en fait dans la finance et qui touche en fait tout le panel, que ce soit les acteurs en front, que ce soit le middle et le back office, le reporting, la compta, la gestion. C'est vraiment transverse et c'est ça qui aujourd'hui nous importe en fait par cette table ronde. Effectivement, la réglementation très tôt s'est mise au pas. Puisque on a eu très tôt du côté de l'AMF, mais aussi du côté de la CPR, on a commencé très tôt à travailler sur ces sujets-là. Moi-même, en étant ancien de l'autorité des marchés financiers, j'ai travaillé sur ces sujets quand j'étais du coup analyste. Et effectivement, c'est un sujet qui est d'autant plus prépondérant que plus on avance dans le temps, plus on remarque que la réglementation est exponentielle. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la gestion se fait via la réglementation et c'est ça qui importe aujourd'hui dans ce thème-là. Pourquoi la réglementation drive aujourd'hui la gestion? Parce qu'effectivement, ce cadre réglementaire est assez important au niveau des gestionnaires, mais c'est surtout au niveau des acteurs, en fait, tout simplement. Ils se calquent par rapport à la réglementation, on regarde ce qu'on peut faire et ensuite on peut travailler sur la gestion de portefeuille notamment.
La banque et l'assurance sont vite mises au pli aussi, puisque effectivement, c'est des sujets qui les concernent de près et de loin. Et puis, on remarque aussi qu'il y a une espèce de parallélisme entre la réglementation financière et la réglementation ESG. Par exemple, on peut très bien faire le parallèle avec la réglementation PRIPS, qui aujourd'hui impose une traçabilité de la donnée et des stress tests toujours plus complexes et toujours plus importants pour les gestionnaires. Et effectivement, ce parallélisme, on peut le faire avec la gestion ESG et les critères extra-financiers, puisqu'on tend vers cette même dynamique, ce même trend sur la gestion extra-financière. Donc ces enjeux-là, aujourd'hui, sont importants et aussi importants, parce qu'en fait, il y a aussi une double pression de par la société. En fait, tout simplement, c'est un sujet qui devient prépondérant aujourd'hui. Prépondérant pourquoi? Parce qu'on a des rapports du GIEC notamment, mais aussi des lanceurs d'alerte qui commencent vraiment à être de plus en plus, à envahir un petit peu l'espace médiatique. Et ce qui aujourd'hui permet en fait tout simplement à toute la société, que ce soit des professionnels du secteur, mais aussi des monsieur et madame tout le monde, de s'informer et surtout d'être sensibilisé sur ces sujets. Et effectivement, cette sensibilisation fait que quand monsieur et madame tout le monde va chez son banquier au coin de la rue ou discuter des produits d'investissement, ben forcément c'est quelque chose qu'il a en tête, qu'il a en mémoire et qui le touche. Donc ces sujets deviennent prépondérants aussi par rapport à la montée des enjeux sociétaux, qui fait que du coup on a aujourd'hui cette question qui se pose, cette question qui est importante, puisque effectivement on ne sait pas trop où on va et on se pose la question, est-ce qu'on va dans le bon sens, est-ce qu'on va se retrouver forcément à un moment donné face à des difficultés, face à un mur, est-ce qu'on a les bons réflexes, est-ce qu'on a les bonnes solutions par rapport à cela? Et c'est toute la question que l'on se pose aujourd'hui avec notre panel d'experts. Merci. Donc, pour aborder, on va aborder les choses en 3 parties. Les enjeux, on va faire un petit tour de table là-dessus tout de suite. Les solutions apportées par les pouvoirs publics, les solutions apportées par les acteurs privés. Alors, sur les enjeux, peut-être Jérôme Boutan, vous avez suivi la COP27. Alors, sur le site du CITEPA, il y avait un journal quotidien sur la COP27 avec voilà, un petit peu les faits marquants jour après jour. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, Jérôme? On a beaucoup entendu parler dans les médias des faiblesses de l'accord, des accords obtenus. Il y a eu des points positifs aussi. J'aimerais avoir votre sentiment, Jérôme. Merci pour l'invitation. Donc, effectivement, on suivait la COP tous les jours. On suit toutes les COP, on s'y déplace. Cette fois-ci, on ne s'y est pas déplacé. Et on a préféré la visio à se déplacer et puis aussi gagner un petit peu de temps parce que ce sont quand même 15 jours marathon. Alors, c'est vrai qu'on publiait sur le site tous les jours, mais ce n'est pas forcément un feuilleton toujours très prenant. C'est vraiment destiné à un public d'experts. Mais je peux vous donner quelques indications sur ce qui s'est dit, peut-être remettre les choses très brièvement dans leur contexte. Si on peut voir quelques diapositives. Voilà, oui, on peut passer celle-ci. Voilà. Donc, en fait, le contexte général dans lequel intervient la COP27, ce sont d'une part des émissions à un niveau mondial, des émissions de GES, gaz à effet de serre, qui ne suivent absolument pas la trajectoire censée être suivie jusqu'à 2050. Parce que vous savez, le monde entier s'est mis dans une idée d'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Donc, sur le graphique de gauche, vous avez ce changement, plus qu'une inflexion, ce changement de tendance qu'il faudrait observer. En revanche, c'est un petit peu meilleur, et franchement meilleur en Europe et en France. On verra pourquoi, où la France et l'Europe, au travers de leur contribution déterminée, au travers de leur stratégie nationale, bas carbone pour la France, bon an, mal an, arrive pour l'instant à suivre à peu près la trajectoire. Tout le monde s'est fixé pour
obtenir à leur niveau, sur leur territoire, la France ou l'Europe, une stratégie, une neutralité carbone nette à 2050. Donc c'est ça, sorte de plusieurs vitesses, si vous voulez, dans le monde, une Europe qui suit son petit bonhomme de chemin et qui s'est fixé une trajectoire et qui la suit, et les autres pays qui sont à des degrés très différenciés de développement et qui, pour certains, continuent à poursuivre leur développement, Chine, Inde, Indonésie, Brésil, par exemple, et qui contribuent à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, bien que cette augmentation devienne de moins en moins forte. Voilà dans le contexte, en fait, mitigé dans lequel intervenait cette COP. Diapositive, s'il vous plaît. Donc, effectivement, quand on parle de résultats au niveau français, on parle de ce qu'on appelle les émissions directes. Ça, c'est un point qui peut intéresser les organismes financiers. Nous, par exemple, travaillons toute la journée, c'est notre rôle d'opérateur d'État sur l'élaboration des inventaires de la France, et des émissions de gaz à effet de serre, ces inventaires annuels qui partent à la CNUC tous les ans et qui rejoignent tous les inventaires de tous les pays, qui sont ensuite agrégés pour faire un bilan mondial, le GST. Ça sont les émissions directes sur le territoire. Fabriquer une automobile, c'est donc les émissions qui résultent des processus de fabrication sur le territoire français de cette automobile. Mais en aucune façon n'est pris en compte le contenu carbone de la portière, si cette portière a été fabriquée en Allemagne ou en Chine et importée chez nous. Ça, c'est ce qu'on appelle l'empreinte, qui est un autre calcul qu'on décline sous divers vocables, bilan, élargi aux 3 scopes, par exemple pour des entités privées, et qui regroupe aussi les émissions indirectes résultant des importations, moins les exportations de la France. Donc voilà, ça c'est pour le contexte. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, j'ai 3 dias sur la COP27. Pour comprendre les raisons de la déception, vous avez peut-être noté dans les médias une sorte quand même de constat un peu négatif, de retombée de l'enthousiasme pratiquement à l'issue de cette COP. Et il est intéressant de savoir pourquoi. Alors vous avez effectivement 2 éléments complètement contradictoires, me semble-t-il, dans cette COP. Vous avez à la fois une volonté réaffirmée des pays, des parties de la CNUC, ils sont presque 190, à aller vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et cette volonté, elle se veut de plus en plus inclusive des genres, inclusive des communautés, intégrée à d'autres enjeux, biodiversité, air, climat et eau, par exemple, et en hausse. Alors en hausse, pourquoi ? Parce que la COP27, contre toute presque vraisemblance, maintient un objectif de plus 1,5 degré à fin de siècle. Alors plus 1,5 degré, vous avez vu la trajectoire des émissions de GES dans le monde, il faudrait imaginer une trajectoire encore plus descendante. Bon. Mais bon, il faut noter cette ambition. Aussi, on appelle au multilatéralisme, coopération internationale. On note, si vous voulez, dans cette COP, un fait un peu nouveau, c'est que le climat n'est plus la pierre angulaire de toutes les guerres, de tous les combats, mais que c'est une partie du développement durable. Le développement durable se situerait au-dessus, en quelque sorte, et regrouperait le climat, l'eau, la biodiversité, et des problèmes de genre, et un petit peu de tout d'ailleurs. Et au passage, la transition vers le développement durable est censée résoudre le problème climatique. Donc l'ambition est élargie, je l'ai dit. Et un fait notable, c'est qu'il y a une précision en fait, des règles de transparence. Le cadre de transparence renforcée, ou ETF, qui est là pour donner confiance dans les chiffres qui sont produits. Et de l'article 6, qui peut aussi intéresser, je suppose, les organismes financiers, à savoir les conditions dans lesquelles les pays échangeraient des crédits carbone pour le pays receveur, compenser éventuellement des émissions résiduelles, et pour le pays offreur, le pays hôte, pour obtenir des crédits supplémentaires pour financer sa transition. Donc ça, c'est le premier volet. Deuxième diapositive, s'il vous plaît. Alors, bien sûr, dans le deuxième volet, c'est qu'est-ce qui a été obtenu réellement ? Et là, on va percevoir le problème. Donc, en réalité, la trajectoire des degrés en fin de siècle qui résulterait de l'ensemble des contributions déterminées de chacun des pays de la CNUC aboutirait à plus 2,7 degrés. Et encore, sous beaucoup de conditions, sous condition que toute la finance, en fait, que tous les objectifs conditionnés à des financements soient atteints et donc que les financements soient au rendez-vous.
Tout ceci également sans rajouter une couche sur l'interdiction qui serait faite, à plus ou moins court terme, d'utiliser des énergies fossiles. On reprend le langage de la COP intérielle, celle de Glasgow, qui avait fait un petit peu donc, débat, où on disait « not eliminate coal, but phase out », donc diminuer progressivement la dépendance au charbon. Donc on se demande, finalement, on parle de 1,5, mais on serait à 2,7 et encore, sous couvert de beaucoup de conditions. Ensuite, le financement de 100 milliards par an, il est complètement dérisoire au regard des enjeux. Vous verrez, si on vous laisse ces diapositives après, si elles sont distribuées, bien, vous verrez que par rapport aux besoins de chiffrer aux alentours de 4 à 5 trillions par an de la transition, adaptation, ces sommes sont dérisoires. France Stratégie a publié une étude sur les aspects macroéconomiques la semaine dernière de la transition en France. Selon les modèles, on parle déjà de 22 milliards à 100 milliards rien que pour la France. Et puis pour aller vite, l'adaptation elle reste le parent pauvre du financement. Dernière diapositive, s'il vous plaît. Alors, quelles sont donc les étapes ? Eh bien, les étapes vont, c'est mon pronostic, et pas le mien seulement, probablement faire constater un hiatus entre la volonté affichée et les résultats. Et ça, on va le voir dans les 3 prochaines COP. Il y a une COP à Dubaï, en fait, donc COP 28 l'an prochain. On va faire un premier bilan mondial de l'ambition, et probablement avec un petit peu de déception. Mais on va pouvoir concrétiser ce qu'on appelle le fonds pertes et dommages, ou pertes et préjudices, qui est là pour compenser les pertes qu'auraient subies les pays en développement du développement des pays aujourd'hui développés à l'aide des énergies fossiles. La COP 29, qui sera probablement en Europe de l'Est, ben ce sera clé parce que c'est à ce moment-là, donc en 2024, que seront déterminées la hauteur des financements qui peuvent être obtenus, notamment sur l'adaptation. Et enfin, au Brésil, ça passe ou ça casse, à mon avis. C'est-à-dire qu'un nouveau bilan de l'ambition globale des pays sera élaboré et on risque de voir une vraie différence cette fois-ci. Et il faudra que ces différences ne soient pas insurmontables dans l'esprit des gens pour que l'enthousiasme de l'accord de Paris ne retombe pas. Voilà donc ce que je voulais dire, ce que j'ai perçu de la COP27. Merci Jérôme Mouton. Concernant les engagements, les acteurs, tout le monde prend des engagements, vous-même à titre individuel, HSBC Asset Management également, engagement net zéro. Xavier Desmadrilles, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre et comment souhaitez-vous vous y prendre? Ou avez-vous commencé peut-être très probablement à vous y prendre? Alors, voilà, je pense que ça marche. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que le tableau a été convenablement dressé. Effectivement, tout le monde doit agir. Et pour nous, c'était de toute façon un engagement de long terme au niveau de notre groupe. Il y a eu d'autres initiatives, il y a eu beaucoup de COP, il y a eu une initiative dans le monde financier qui s'appelle la TCFD, ce qui veut dire Task Force for Climate-Related Financial Disclosure, qui a amené à avoir un reporting des problématiques. On évoquait là à l'instant le Carbon Scope 1 et le Carbon Scope 2. C'est vrai que pour nous, c'est la base, parce qu'à partir du moment où on commence à mesurer quelque chose, on peut commencer à agir dessus, à le faire évoluer, bien évidemment, dans le bon sens. Et aussi, ce qui nous a amené à agir, c'est qu'on a une vraie demande de nos clients. Alors, peut-être pas d'ailleurs tout de suite le client retail, mais le client institutionnel. Le client institutionnel, c'est beaucoup de fonds de pension, des compagnies d'assurance, donc des gens qui gèrent à très très long terme et qui ont perçu de longue date toute cette problématique du changement climatique comme étant un véritable risque. Il y a à peu près 15 ans, c'est vrai que je suis un vétéran de l'ESG, il y a à peu près 15 ans, j'étais allé rendre visite au siège de Munich Re, donc qui est la plus grande compagnie de réassurance allemande et même l'une des plus grandes du monde. Et ils avaient un graphique qui était absolument fantastique, qui montrait les sommes, le montant des sinistres qui étaient liés à des problématiques climatiques. C'était une courbe magnifique, c'était une croissance exponentielle parfaite. Ça veut dire que on avait peut-être que la comptabilisation de ces phénomènes était peu avancée il y a quelques années, mais en tout cas, on voyait une évolution énorme de ces risques. Et donc là, il y avait bien une traduction financière. Donc il y a pour nous une nécessité à agir, parce que s'il y a des sinistres, il y a des pertes, donc qui vont se répercuter aussi sur les performances. Et nous, on a une responsabilité fiduciaire qui est d'obtenir
de meilleure performance ajustée du risque sur la durée. Et dans ce genre de phrase, tous les mots sont importants. Je ne fais pas partie de l'école de ceux qui disent « investissez dans le l'ESG, vous allez voir, c'est génial, c'est la martingale, vous allez toujours gagner ». C'est faux. C'est faux. Il y a, en revanche, sur la durée, et si on tient à mesurer, à avoir un risque mesuré, et donc quelque part c'est optimiser son couple rendement-risque, c'est sans doute une très bonne méthode. Alors ce long préambule pour dire que prendre un engagement net zéro, dans ce contexte, vu notre ADN, vu notre histoire, vu notre culture, c'était complètement logique. Et on l'a annoncé, on a décidé d'adhérer à ce qu'on appelle la Net Zero Asset Manager Owners Alliance l'année dernière. Et là, en début de ce mois, en début novembre, donc il y a à peine 3 semaines, on a annoncé nos objectifs. Et nos objectifs, c'est 2 choses, c'est 38% et 58%. Alors je m'explique, 38% de nos actifs sous gestion vont faire l'objet d'une politique de réduction volontariste qui va nous amener à réduire leur empreinte réduire le niveau des émissions de CO2 à un horizon 2030. Maintenant, la question qui vient immédiatement après, mais c'est comment allez-vous faire? Là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, d'ailleurs, je ne peux même pas encore vous dire comment on va faire concrètement, parce que c'est un processus qui est en élaboration. Mais bien évidemment, j'ai quelques petites idées sur la question. On va faire plusieurs choses. Il y a moyen d'agir à la périphérie en faisant ce qu'on appelle dans l'engagement. Parce qu'on a bien compris que l'ensemble de l'économie mondiale devait converger vers ces comportements plus vertueux. Il doit y avoir cette transition énergétique. Et j'ajouterais qu'il doit y avoir une transition juste. Qu'est-ce que c'est une transition juste? Si on passe à marche forcée de l'énergie nucléaire ou du charbon à l'électrique, ça peut avoir des répercussions absolument atroces. Ne perdons pas de vue, par exemple, que dans le secteur automobile, le passage à marche forcée aux véhicules électriques peut induire une perte de 500 000 emplois en Europe. Donc, il faut être conscient de ce genre de problématique-là. C'est donc pour ça qu'il faut avoir une vision vraiment à 360 degrés du sujet et vraiment intégrer toutes ces dimensions-là. Donc ça veut dire que classe d'actifs par classe d'actifs, fonds par fonds, on va vraiment regarder ce que font chacune des valeurs, on va les inciter à agir. Et donc pour commencer, il faut qu'on puisse identifier les bons élèves et les cancres. Alors pour ce faire, on a besoin de données. C'est pour ça que mon voisin est effectivement mon meilleur ami. C'est un cher ami aussi, je tiens à le préciser, puisque la donnée coûte extrêmement cher. Mais bon, petit message distillé au passage. Mais de toute façon, on a besoin d'énormément de données. Et ce qui fait qu'on va s'attacher à mesurer des choses auxquelles on n'aurait pas pensé initialement. Le carbone scope 1, scope 2, scope 3, c'est entre guillemets pour les débutants, parce que c'est une mesure statique. On a maintenant besoin de mesurer des données en dynamique, on a besoin d'avoir des alignements, on a besoin de mesurer la température d'un portefeuille, de pouvoir mesurer la température d'une entreprise. Alors vous pouvez me dire, mesurer la température d'une entreprise ou d'un portefeuille, mais c'est tout à fait étrange. En fait, ça ne l'est pas tant que ça. Tout repose sur des modèles qui se comprennent en fait assez aisément. Pour obtenir un certain niveau de température, et les graphiques qui nous ont été montrés à l'instant le montraient bien, on doit avoir une courbe de réduction des émissions de CO2 qui est assez pentue, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on voit bien qu'on traduit un objectif de température à une certaine date par un volume de CO2. Donc on va être capable de mesurer entreprise par entreprise quel est le niveau des émissions de CO2 et on va pouvoir mesurer si on est en avance ou si on est en retard. Je simplifie à l'extrême, mais c'est un peu l'idée. Et si on se rend compte qu'on est très en retard, aux surprises, l'objectif de 1,5 ou l'objectif business as usual de 2,7 ne sera pas atteint. Donc, on va avoir des fourchettes qui permettront de dire, tiens, telle valeur, elle est à 3 degrés, en fait, ou dans un intervalle de 2,5, 3,5 degrés. Et donc, on cumule tout ça au niveau d'un fonds et on a donc des objectifs de température et des objectifs de volume d'émissions de CO2 à atteindre. Et donc, on va pouvoir mesurer tout ça. On va ensuite pouvoir mesurer ce que font concrètement les entreprises. Il y a d'autres types de données qui nous intéressent, c'est mesurer, par exemple, le niveau de carbone évité. C'est ce qu'on appelle le scope 4 parfois. Donc, c'est
qu'est-ce que je vais pouvoir économiser comme carbone à compter du moment où je vais basculer d'un modèle, d'un business model très carbone intensive vers quelque chose qui le serait moins. Un exemple. Dans le secteur cimentier, c'est l'un des plus consommateurs d'énergie. Pour produire du ciment, on doit avoir ce qu'on appelle du clinker. C'est cette substance qui va permettre de durcir le ciment. Et clairement, plus on en a, plus dur sera le ciment, de meilleure qualité il sera. Seulement, le clinker, c'est quelque chose qui nécessite des volumes d'énergie absolument énormes. Donc, c'est après des calculs d'optimisation sous contrainte qui vont permettre de se dire jusqu'à quel point puis-je réduire la quantité de clinker que je mets dans mon ciment tout en ayant malgré tout un ciment de bonne qualité. Et donc ça, on voit bien que ce sont des objectifs de transition qui vont être mis en place. Et donc nous, c'est ce qu'on va rechercher. Parce que maintenant, si je traduis ça dans mon monde financier, évidemment, une entreprise qui se crée des opportunités ou qui optimise ou maximise ses contraintes, on peut se dire qu'elle va se créer un avantage concurrentiel plus tard. Et donc, c'est pour ça que dans nos modèles de valorisation, un modèle de valorisation, c'est souvent une actualisation des flux futurs, une actualisation des revenus futurs. Je vais réduire mon risque, je vais donc diminuer l'exposant de mon dénominateur, et donc je peux anticiper qu'une entreprise telle que celle-là gagnera plus tard. Donc c'est un peu l'idée. Donc vous voyez, on est encore dans cette phase d'élaboration. On va d'ailleurs travailler sur 2 types d'actifs, les actions et les obligations corporate. J'aimerais beaucoup d'ailleurs travailler, et ça m'amène à me tourner vers mon collègue panéliste et néanmoins sénateur, on va avoir besoin de pouvoir mesurer véritablement l'impact des pays, tout en résolvant aussi la problématique du double comptage, parce que l'empreinte d'un pays, c'est aussi celle des entreprises qui sont sur place. Donc ça, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas encore résolu. En revanche, on a une vision assez claire de ce qui peut se faire dans le domaine des actions, bien entendu, mais aussi dans le domaine de l'obligation corporate. Et on montre dans ce contexte un intérêt tout particulier pour les obligations vertes, qu'on appelle aussi les green bonds. Et s'il y a des green bonds souverains, on est bien évidemment preneur, puisque c'est une classe d'actifs qui représente bon an, mal an 50% des encours financiers mondiaux. Donc la laisser de côté, ça ne fait aucun sens. Voilà, en synthèse. Merci Xavier. Effectivement, donc des sujets complexes, mais la nécessité aussi de désintriquer les choses pour pouvoir les expliquer, pour pouvoir aussi vous garantir la qualité des actifs que vous gérez à vos clients et puis vos clients faire les bons choix. C'est vrai que ESG, on se dit à la base, c'est peut-être un sujet un peu quali, etc. Mais c'est quand même extrêmement quantitatif. Tan Long Huynh, on va y revenir tout à l'heure sur votre activité, mais vous-même, avec votre technologie, vous contribuez aux 3 piliers ? Pardon. Avec notre technologie, je vais vous dire voilà, ce qu'on peut faire avec notre technologie. Après, à partir nos clients vont l'utiliser pour pilier 1, pilier 2 ou pilier 3. Nous, on est un fournisseur de données. Après, on ne va pas dire voilà, à nos clients... Je parlais de E, S et G. Pardon. Ouais, Comme ouais. Je pensais scope 1, scope 2, scope 3. Etc. Voilà, on ne sait plus, il y en a même 4. Oui, exactement. Ah oui, donc maintenant, par rapport aux 3 piliers E et G. Moi, je peux en parler des heures, mais je vais essayer d'être assez bref. Donc, en fait, nous, déjà, c'est une société qui analyse le big data pour intelligence économique et intelligence environnementale. On a 4 types de sources de données. D'accord ? Les données textuelles, qui sont les données des réseaux sociaux, en anglais, en français, mais également en arabe. 5 fois plus d'informations en arabe qu'en anglais sur le pétrole. En chinois aussi, sur tout ce qui est minerai de fer, acier, etc. Première source de données. Deuxième type de source de données, c'est ce qu'on appelle les données satellitaires. Donc vous avez après 3 ou 4 types de données satellitaires. Les données qu'on appelle observation de la Terre, basse résolution, c'est-à-dire vous voyez au niveau d'une région ou d'un pays, ou haute résolution. Haute résolution, c'est 30 cm par pixel. Donc le canapé, vous le voyez du satellite, s'il est à l'extérieur. Deuxième type de données, c'est la composition de l'atmosphère. NO2, SO2, CO aussi.
Troisième type de source de données, les données radiofréquences, donc les téléphones mobiles, etc., électromagnétiques, et les données infrarouges. On parlait de chaleur aussi. Donc ça, c'est les données satellitaires. Donc vous pouvez voir, on peut faire déjà beaucoup de choses. Troisième type de données, c'est les données de géolocalisation. Donc on suit plus de 80 000 navires en temps réel, y compris les navires qui transforment du pétrole, du gaz naturel. D'ailleurs, le Financial Times a publié nos données aujourd'hui sur. On a vu des navires qui partaient de Russie et qui allaient en Grèce. Donc voilà, une petite parenthèse sur la Russie aussi. Et voilà. Donc maintenant, à partir de ça, comment on va estimer l'impact, le E? Déjà là, en fait, déjà, on suppose, et après ça sera un autre sujet, qu'on arrive à avoir la latitude et la longitude des actifs. Donc vous avez une société qui a des actifs. Donc on a toute une technologie qu'on appelle dynamic asset mapping, c'est-à-dire à partir d'une société, vous avez tous les actifs réels. Vous pouvez facilement trouver les actifs réels, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. C'est beaucoup plus difficile en Chine ou en Afrique. Donc là, on a toute une technologie pour détecter, vraiment trouver les actifs. Mais comme on parle de E, après, vous avez la latitude et la longitude de l'actif, et c'est là où vous allez utiliser les données satellitaires, que ce soit une donnée observation de la Terre ou radar pour estimer la déforestation, par exemple. Donc vous avez une mine et vous pouvez voir là, voilà, la déforestation vraiment en temps réel, c'est updaté tous les 5 jours, par exemple. Vous pouvez voir aussi l'impact sur l'eau parce que vous avez la composition de l'eau aussi, donc la pollution de l'eau. Donc ça, c'est les données radar et observation de la Terre. Vous avez les données atmosphériques aussi. Donc là, c'est le CO, monoxyde de carbone, dioxyde d'azote, etc. Et là, c'est extrêmement précis. Vous pouvez voir la composition de l'atmosphère, donc n'importe quelle ville dans le monde, y compris en Chine, ou même au niveau des actifs eux-mêmes. Et en fait, vous détectez, vous mesurez en temps réel la composition de l'atmosphère au niveau de l'actif lui-même, d'une raffinerie. À partir de là... Donc 2 usines à côté, tu sais dire laquelle produit du NO2, laquelle produit du CO2. Du coup, en input, c'est une donnée satellitaire. En output, c'est une série temporelle pour estimer au niveau de l'actif. Donc la difficulté, effectivement, c'est dans les zones urbaines ou les zones industrielles où vous allez avoir 2 actifs côte à côte. Et c'est l'une des technologies les plus sophistiquées qu'on a développées, donc avec le CNES, le Centre national des études spatiales, et le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Donc on a développé en commun cela. D'abord, donc vous mesurez, on va dire, la composition atmosphérique en dioxyde d'azote, par exemple. Après, en fait, vous avez une réaction chimique entre le NO et le NO2. Donc vous avez un modèle de chimie transfert. Après, il faut prendre aussi la vitesse des vents. Aussi. Donc, en fait, vous devez récolter des données météorologiques, y compris la vitesse des vents aussi. Il faut prendre en compte la température du sol. Donc là, après, en fait, vous faites un modèle pour réajuster votre image. Mais la question maintenant, c'est quand vous avez 2 actifs. Donc après, vous avez localisé les actifs et en fait, vous allez faire des simulations après de pollution pour voir après quelle est la simulation qui ressemble le plus par rapport à votre panache que vous avez finalement. Et donc, vous allez mettre après une probabilité de tel actif pollutant par rapport à tel actif, et ce qui crée des intervalles de confiance. Voilà. Ça, c'est les cas vraiment les plus complexes. Mais après, vous avez des usines aussi un peu dans des zones, par exemple, même là, on a repéré des mines qui n'étaient pas officielles, des mines en Mongolie, par exemple. Ça, on les a trouvées, et alors qu'elles ne sont pas déclarées, par exemple. Donc voilà, ça, c'est comment vous utilisez les données satellitaires. Je parle de là, il n'y a même pas d'impact environnemental dessus. Donc ça, c'est l'impact environnemental. L'impact social, maintenant, donc pour la région, du moins, on est capable de faire de l'analyse textuelle géolocalisée. Donc, par exemple, des indices d'anxiété, qu'est-ce que pense la population, etc. D'accord ? Donc ça, vous pouvez voir tout ce qui est indices socio-économiques, vraiment en temps réel, à partir de l'analyse des réseaux sociaux, sachant qu'à peu près 50% des tweets sont géolocalisés, du moins au niveau de la ville. Donc, on est JDPR compliant, je le précise, d'accord ? Du moins... Et puis après tout ce qui est G, justement, gouvernance, vous avez tous les boards. Donc là, vous faites de l'analyse de graphes pour voir tous les liens
entre eux. Et après, ce qui peut être intéressant, et c'est ce qu'on a vu pour la géopolitique aussi, c'est les liens universitaires. Voilà. Donc, qui connaît qui au sein de l'université aussi. Et ça a aussi beaucoup d'impact, voilà, géopolitique. Et ça a des impacts sur la Les alumni. gouvernance. Non, Voilà, les ouais. alumni, Ouais. etc. Ouais, Donc, non seulement les boards, mais aussi les alumni d'université. Mm. Et on pense que c'est extrêmement puissant en termes d'indice de gouvernance. Voilà, je pourrais parler beaucoup, mais voilà comment voilà, le E, le S et le G, avec 3 différents types de sources de données. Mais là-dedans, c'est vrai que comment fait le politique pour, faire déjà une synthèse. Donc vous en avez fait une, Jérôme Bacher, une synthèse sur les OAT vertes. Vous avez fait des recommandations, 22 recommandations. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du contexte peut-être de ce rapport et puis de ses conclusions, et ce qui nous intéresse aussi, quelques auditeurs dans l'Assemblée, qui va suivre les recommandations? Ça, on verra bien. C'est comme toujours quand vous recommandez quelque chose, après, c'est la liberté, hein, donc on est dans un monde libéral. Tout d'abord, pourquoi un tel rapport? C'est que le sujet de la finance verte, c'est pas vous que je l'ai expliqué, c'est développé. Mais en vérité, la question qui m'anime derrière, c'est à quoi sert la finance, enfin, ou à quoi sert une obligation aussi souveraine, verte indexée sur l'euro. Enfin, on peut trouver des produits que vous connaissez beaucoup mieux que moi, et donc je vais éviter de m'engager trop loin là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tout le monde parle de vert, mais j'ai fait un mauvais jeu de mots, donc je vais la refaire. C'est 50 Shades of Green. C'est ça le problème. Et c'est ça le sujet. C'est que le vert, on ne sait pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est que le vert. Donc c'est un problème. Et pourquoi je ne sais pas, c'est qu'on n'a pas défini la mesure. La seule mesure aujourd'hui qui est définie, c'est 1,5 degré, sur lequel moi je me réjouis que tout le monde se redise c'est ça qu'il faut atteindre, et que on puisse peut-être commencer à montrer l'exemple dans les pays les plus développés. Je m'en réjouis, mais on voit bien que finalement, toute chose égale par ailleurs, c'est 2,7 degrés à la fin de siècle. Donc on n'y est pas. Et c'est finalement la seule mesure que l'on a. Tout le reste, c'est, j'ai envie de dire, littérature. Quand vous avez parlé de l'ESG, je ne suis pas sûr qu'en termes de G, nous ayons forcément la même notion de démocratie, par exemple, en France, qu'en Russie, qu'en Turquie, que dans la République démocratique du Congo, etc. Donc, quand vous parlez de gouvernance, est-ce une gouvernance, j'allais dire, du monde occidental, bien pensante, du monde financier libéral, avec des principes définis, etc. Et comment vous le mesurez? Voilà, vous rendez des rapports, etc. Mais ce n'est pas une mesure, un rapport. Faire un rapport de développement durable, une information extrêmement utilisée par ceux qui cherchent les données, eh bien, ça reste parfois un peu virtuel. Je vous donne un exemple. Prenons une grande société énergéticienne française, dont je tairai le nom, qui fait plutôt du pétrole, mais qui fait plein d'autres énergies, vu qu'elle a changé de nom. Eh bien, elle fait elle-même son évaluation de développement durable. Vous n'avez pas de tiers de confiance qui vient évaluer. Son rapport, c'est le patron de la boîte qui le signe à la fin. Il n'y a pas un évaluateur de confiance. Donc il faut une donnée, il faut la mesurer, qu'elle soit partagée, cette mesure soit partagée. Il faut un système métrique, autrement dit. Un étalon or, si on préfère. $1. C'est un billet vert, donc ça tombe bien. Il faut une mesure. Et il faut quelqu'un qui certifie la donnée, afin que tout le monde puisse l'utiliser et que ce soit, pour le coup, transparent. Et donc, c'est bien beau, et je le dis très, très, très gentiment, parce que je suis, comme tout le monde, je pense qu'on est l'objet des COP. J'espère que tout le monde y adhère, au moins philosophiquement, à défaut d'y contribuer réellement. Je me méfie de poursuivre trop d'objectifs à la fois. Moi, j'avais appris, quand je faisais un petit peu de mathématiques, il y a bien longtemps, que un seul instrument pour un seul objectif. Un instrument qui poursuit plusieurs objectifs, c'est à peu près sûr qu'il fonctionne à peu près mal. Taper sur un clou avec un tournevis, c'est long, hein, puis ça fait mal.
Donc, ce n'est pas ce qui est souhaitable. La COP, c'était d'abord le climat, et si on commence à mettre des sujets qui sont très importants d'inclusion, etc., mais c'est autre chose. Je ne dis pas que le monde ne fonctionnera pas mieux si on ne met pas tout ensemble, d'accord, et qu'un projet holistique, pourquoi pas. Mais ce n'est pas ça forcément le sujet. Il y a une urgence, une priorité sur laquelle le monde est impacté entièrement. À chaque fois que vous le faites, c'est effectivement le réchauffement climatique. Que je ne m'entende pas avec mon voisin, alors je veux bien croire à l'aile de papillon et l'effet papillon, mais que je ne m'entende pas avec mon voisin, je veux dire, mon alter ego de Pékin s'en fiche un peu, quoi. En revanche, à chaque fois que je produis du carbone, ça va l'impacter. Et donc, c'est bien là où il faut avoir la conscience mondiale pour ne pas se tromper d'objectif et ne pas commencer à créer des problèmes supplémentaires dans le monde, mais ici aussi en France. Quand vous allez opposer le constructeur de voitures qui fait encore, désolé pour lui, ou le garagiste qui répare les vieilles voitures, vous savez, avec des moteurs thermiques, là, des trucs qui n'existeront plus bientôt peut-être, lui, pourquoi vous lui prenez son job en lui disant tu n'auras plus le droit d'utiliser les voitures de collection, par exemple, les collectionneurs? Il le prend très mal, cet objectif. Si vous ne lui dites pas, il y a une compensation et voilà ce qu'on va faire pour. Donc tout le sujet, c'est accepter la transition. Pour accepter la transition, il faut pouvoir la mesurer et être d'accord sur ce qu'on fait. Si vous commencez à mettre tout, à ce moment-là, vous mettez aussi tous ceux qui veulent s'opposer au projet contre vous. Donc ne pas se tromper de guerre, la définir proprement. Le monde n'est pas manichéen. Et donc il faut réussir à créer en mathématiques, au passé d'une mesure discrète, on est, ça c'est brown, ça c'est green, à un truc qui est continu, mesuré, et dont on peut voir l'avancée. C'est un enjeu majeur, et ça, il faut le comprendre pour éviter de faire tous les combats. Merci. Alors, Xavier Desmadrilles, pour vous, il y a de bonnes obligations vertes et de mauvaises obligations vertes. Qu'est-ce que c'est pour vous une bonne obligation verte ? Alors, dans le domaine corporate, une bonne obligation verte, c'est une obligation qui contribue réellement à la transition économique et écologique. Le problème, c'est que parfois, il y a aussi des obligations qui sont vert foncé au début et qui deviennent vert pâle. Parce qu'en fait, à quoi ça sert une obligation ? Ça sert à financer. Et donc, il faut qu'on soit sûr de ce qu'on finance. Et il faut que l'attribution des fonds, ce qu'on appelle le use of proceeds, reste constant dans le temps. Donc, nous, c'est ce qu'on s'attache à faire. Et c'est vrai qu'il est important de bien mesurer les choses et d'avoir, pour reprendre l'expression de Jérôme Bacher, des tiers de confiance qui permettent de certifier qu'on achète, nous, asset manager, et donc pour le compte de nos clients, des obligations qui soient réellement vert foncé. C'est ça qui nous intéresse. Et on n'a pas envie d'investir dans des projets qui sont un peu ésotériques, mal définis. On aime bien aussi parler de CAPEX et d'OPEX. CAPEX, Capital Expenditure. OPEX, c'est donc tout ce qui est opérationnel. Et donc forcément, quand c'est opérationnel, c'est beaucoup plus diffus. Tandis qu'à partir du moment où on a un CAPEX, on va s'attacher à développer un vrai projet, concrètement. Est-ce que, par exemple, ce sera construire, je vais prendre un exemple très caricatural, construire une usine marémotrice ? Bon, bah, ça c'est très clair. On voit à quoi on a affaire. Et donc ça, on a besoin d'avoir ce genre de choses qui soient clairement définies et surtout qui soient stables dans le temps. Parce que si on a quelque chose qui est séduisant au début, désolé, nous, on n'est pas très enclin à l'acheter. Et maintenant, concernant les tiers de confiance, c'est vrai qu'on évoquait à l'instant la problématique des rapports de développement durable qui sont parfois auto-certifiés par les entreprises. Bon, nous, ça nous séduit évidemment moyennement, mais avec le temps, on arrive à séparer le bon grain de livret. Donc le rapport auto-certifié, on voit des jolies photos sans réalité derrière, ça ne nous intéresse pas trop. En revanche, à compter du moment où on a des chiffres, des objectifs concrets, des objectifs précis, une vraie volonté de réduire son empreinte carbone, validée peut-être par des initiatives comme SBT, ce qui veut dire Science Based Target, donc ça nous intéresse. Et donc c'est véritablement ce type d'orientation que l'on prend. On veut faire du vert, mais on veut du vert foncé, pas du vert pâle. Merci. Et
pour revenir sur l'action aussi des pouvoirs publics, parce que tout ne va pas s'auto-organiser, Jérôme Boutan, vous aviez pu observer, je pense, des actions concrètes des pouvoirs publics, une mise en œuvre un peu collective pour résoudre certains problèmes liés à la qualité de l'air notamment. Comment arrive-t-on à finalement se mettre d'accord? Parce qu'on a l'impression que dans les COP, les sommets, les meetings, c'est très difficile de coordonner les gens. On comprend qu'il y a une question d'adhésion qu'il faut construire. Ça prend du temps de moins en moins. Il y a une question de contrainte un petit peu, évidemment. Donc il va falloir créer l'adhésion et imposer certaines contraintes. Dans certains cas, ça marche. Sur la qualité de l'air, les impacts sur la santé des gaz à effet de serre, quels sont les sujets qui avancent? Alors, les impacts santé et gaz à effet de serre, non, puisque les gaz à effet de serre sont surtout ont un pouvoir de réchauffement global, et c'est celui-là qui provoque des dégâts et déséquilibre le système thermodynamique global. Et effectivement, les polluants atmosphériques, particules fines, les oxydes d'azote, les polluants secondaires faits à partir de précurseurs émis par l'industrie et l'agriculture, comme l'ozone, ont des effets sur la santé et qui sont de mieux en mieux connus. On va peut-être voir 2 ou 3 diapositives là-dessus que j'avais préparées sur ce sujet. Voilà. Donc, en fait, je voudrais revenir un peu, ça dit le sénateur Bacher, pour abonder complètement dans son sens sur le problème de vision holistique. Vous allez voir pourquoi je vous en parle là à propos des problèmes de résolution de pollution atmosphérique. On pourrait dire pratiquement que si les différentes directives européennes et les mesures qui ont été prises dans chacun des pays européens, pour ne parler que de l'Europe et notamment de la France, ont résolu des problèmes de pollution atmosphérique, c'est parce qu'ils n'avaient justement pas de vision holistique et que les problèmes ont été sériés et traités un à un. Si on commence à parler de tous les problèmes à la fois, on l'a vu sur la COP27 qui tout d'un coup parle de biodiversité, alors qu'il y a une COP de biodiversité qui commence le mois prochain, et qu'on parle de l'eau, on parle de la parité, on parle de tout, de tous ces sujets nobles et qu'il faut traiter. Eh bien, on dilue le problème, on le rend tellement difficile à appréhender qu'en théorie ça marche, mais en pratique ça ne marche pas. Ou on prend le risque et ça ne marche pas. Et si les réglementations qui régissent depuis l'adoption d'un protocole climat de 1979 sur la pollution atmosphérique, disons sur un grand hémisphère nord, si ces protocoles ont obtenu des résultats, c'est certainement parce qu'ils ciblaient la pollution atmosphérique, et c'est tout. Et juste point. Et même pas la pollution atmosphérique, c'est-à-dire un ensemble de mesures sur les NOx, sur les PM2,5, sur l'ozone, etc., sur le SO2. Si on parlait de pluie acide dans les années, on peut... Alors, ce diagramme, c'est un diagramme qui vous montre que la directive air européenne, eh bien, elle gravite autour d'autres inputs, de programmes de développement durable, de réflexion sur le méthane, de réflexion énergétique, mais elle est animée par un but, c'est d'obtenir, à l'image de ce qu'on a dans les gaz à effet de serre, un objectif de zéro pollution pour 2050. Donc, si on peut passer sur la diapositive suivante. Alors j'aime bien les visuels, je ne sais pas si on le voit suffisamment. Il s'agit ici donc d'une représentation, donc à gauche sur votre écran, de la quantité de personnes en Europe qui étaient exposées à différents dangers relatifs à la pollution atmosphérique après l'application et la mise en œuvre de la réglementation depuis 1979. Donc on constate sur 10 personnes pour chacun des problèmes qui auraient pu être exposés que la partie des gens restant exposés avait considérablement diminué. Et donc les problèmes ont bien été résolus jusqu'aux seuils qui ont été définis à un certain moment, et ces seuils avaient été eux-mêmes définis par l'Organisation mondiale de la santé à l'époque où ces protocoles ont été mis en vigueur et ces réglementations en vigueur en fonction de l'état de la science à ce moment-là. Donc, en fonction de l'état de la science, ont été déterminés des seuils de concentration dans l'atmosphère, des seuils d'émission de certains polluants qu'il convenait de ne pas
dépassé, un certain nombre de règles se sont mises en marche qui ont résolu en très grande partie ces problèmes, partis de gauche. Maintenant, la science a progressé et l'OMS rassemble, comme le GIEC le fait pour le GES, rassemble des travaux scientifiques qui disent qu'en réalité, les seuils que nous ne devrions pas dépasser pour préserver la santé humaine, en particules fines, en oxyde d'azote, etc., en ozone, sont bien plus faibles que l'on le croyait. Et pour respecter ces nouvelles normes, eh bien, on mesure aujourd'hui la quantité d'habitants en Europe exposés, ici c'est l'Europe exposée à chacun de ces polluants, et on voit que toute la population reste exposée à des problèmes de qualité de l'air, mais on reste toujours dans un focus sur ces problèmes à résoudre et pas d'autres, en imaginant les meilleures techniques disponibles au niveau de l'industrie pour résoudre ces problèmes. Et on va, et je pense l'Europe va se mettre en marche avec l'accord des industriels dans le processus qu'on appelle le Séville, qui fabrique des documents qu'on appelle les brefs, qui récapitulent les meilleures techniques disponibles par processus pour obtenir ces objectifs et contraindre, avec des systèmes d'inspection et des pénalités, les industriels à obtenir et à atteindre ces seuils. Donc on voit qu'il y a un nouvel objectif devant nous pour arriver à une population qui ne respire pas de produits cancérigènes ou dommageables pour la santé, à un niveau beaucoup plus faible que l'on croyait. Alors pourquoi ça marche sur l'air? On peut voir la diapositive suivante. Vous voyez donc la nouvelle proposition, la nouvelle directive modélise la qualité de l'air à droite en 2030. La partie bleue est la partie, disons, fortement émissive, qui resterait fortement émissive après l'application de la directive par rapport à une situation 2020 à gauche. Donc vous voyez que la directive elle-même, si la modélisation s'avère exacte, a pour ambition de résoudre la plupart des problèmes de polluants atmosphériques, malgré la difficulté que cela impose au niveau industriel. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il en dehors du focus entre mieux sur l'air, on peut voir diapositive suivante, et qu'en gaz à effet de serre? Ici, vous avez deux courbes qui comparent, trois courbes qui comparent l'évolution des gaz à effet de serre, une courbe pratiquement plane en bas, violette, on ne la voit pas trop, et puis un polluant que je distingue des NOx, je crois que je ne distingue pas trop d'ici, ou des PM. Ouais. Je vais voir. Ou alors je dois changer de lunettes, mais donc c'est NOx en haut, en bleu, et SO2 en rouge, dioxyde de soufre. Donc vous voyez que le SO2, problème résolu en gros, 95% des émissions de SO2 qui existaient dans les années 90, on parlait des pluies acides, des lacs en Finlande qui étaient contaminés par l'acidité résultante de processus chimiques issus de la concentration de SO2 dans l'air. On parlait des pins qui ne croissaient plus parce que le sommet des pins était bouffé en fait par ces pluies acides. On n'en parle plus du tout parce que les normes qui ont été appliquées au niveau de l'industrie en Europe ont résolu totalement ce problème. Donc la courbe rouge. Est-ce qu'on ne l'aurait pas déplacé, Jérôme Mouton? Alors on ne l'a pas déplacé sur d'autres polluants. Là aussi, c'est-à-dire que les fenêtres ne sont pas toujours indépendantes, c'est vrai. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a des spécialistes des moteurs parmi vous, dans les moteurs thermiques, on sait très bien que quand on cherche à minimiser les émissions de NOx, eh bien, on a tendance à augmenter les émissions de CO2. Donc il peut y avoir des effets complètement contradictoires. On ne peut pas obtenir, ou à prix de beaucoup de difficultés, des réductions. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les tuyaux d'échappement sont de plus en plus sophistiqués, parce qu'ils doivent compenser ce que le réglage moteur n'a pas pu obtenir, faire varier plusieurs paramètres contradictoires à la fois. Mais dans le cas de figure, SO2 a pu être isolé en fait du reste et il est resté d'autres problèmes à traiter, donc les NOx, par exemple, oxyde d'azote. La courbe est descendante, mais il reste des problèmes à résoudre. Et puis le CO2, vous voyez que le CO2, pas extraordinaire. Diapositive suivante. Non. Alors si, diapositive sur... Non, ce sera la troisième partie. Alors, je voudrais juste terminer en disant, en essayant d'interpréter pourquoi cela a marché, et ça continue à marcher dans l'air et pas dans les gaz à effet de serre, en dehors du focus. Et on a vu que ce focus, justement, il avait du mal à rester en place au niveau des COP, parce qu'on prenait en charge tous les problèmes nobles de la Terre, mais évidemment, qui trop embrasse mal étreint. Donc, en dehors du focus, l'interprétation que j'en tire, c'est que quand vous actionnez un levier industriel, par exemple, ou un levier économique, ou un levier financier, alors que vous cherchez à résoudre des émissions de polluants atmosphériques et donc améliorer la qualité de l'air, les effets et les impacts sont visibles
localement et internationalement à très court terme. C'est-à-dire que vous avez des impacts mesurables de concentration dans l'air, mais aussi de nombre de morts, de problèmes de mortalité et de morbidité que vous constatez quelques années après la mesure. Le problème du CO2 et du méthane, ou du protoxyde d'azote, les 3 gaz à effet de serre principaux, c'est lorsque vous baissez ces émissions, eh bien, vous faites un pari sur l'avenir et vous savez que dans l'avenir, et dans un avenir très lointain, compte tenu de l'inertie en fait et de la stabilité de ces molécules dans l'air et de la circulation globale atmosphérique qui dilue ces 3 molécules sur toute la Terre, eh bien, vous faites le pari que ces mesures d'aujourd'hui résoudront le problème en fin de siècle. Mais en aucun cas, vous avez votre retour sur investissement visible. C'est-à-dire vous êtes obligé de croire sur parole les scientifiques qui vous disent « faites-le en 2022 et vous verrez qu'en 2100, tout sera réglé ». Ben oui, mais on n'actualise pas le futur de la même façon qu'on apprécie le présent. Hein. Les économistes le savent bien. Et donc, il est très difficile à la fois pour le grand public, mais aussi tous les acteurs, de se mettre en ordre de marche avec la même conviction lorsqu'ils actionnent quelque chose, ils n'en voient pas immédiatement les résultats. Donc il y a un côté un peu frustrant, et je pense que c'est une différence fondamentale entre la lutte contre la pollution atmosphérique d'un côté et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre de l'autre. Merci. Avant de passer au dernier sujet sur les solutions des acteurs privés, autour de la donnée notamment, Jérôme Bachere, qu'est-ce que ça vous inspire ? Et moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est comment la force publique, donc c'est un peu main de fer, gants de velours, quelque part, va-t-elle susciter les bonnes initiatives privées ? Donc il y a les rapports avec les recommandations, ça c'est l'étage numéro 1. Oui, ça c'est l'étage numéro 1. Non, mais d'abord, il faut une sorte c'est pas la puissance publique, c'est l'opinion publique qui force la puissance publique aujourd'hui. Et donc, il faut faire comprendre, je crois que des climato-sceptiques, il y en a toujours un ou deux qui traînent, hein, histoire de se démarquer du reste de la pensée mondiale. Mais dorénavant, ça, c'est acquis. Après, la méthode de transition est expliquer comment on va faire, et non pas qui va mourir, mais comment ceux qui devraient mourir vont se transformer en êtres vivants et productifs. C'est tout l'enjeu, c'est de dire très bien, tu vas arrêter de construire ton automobile, on va fermer ta centrale à charbon, mais il faut que tu continues à travailler. Donc qu'est-ce que tu vas faire ? Alors je sais bien qu'on est en pénurie de main-d'œuvre sur tous les sujets, hein, donc ça va. Mais si on part de ce principe-là, c'est ça. Il faut que tout le monde se mette dans l'idée que. Alors les marchés financiers, eux, s'y sont mis. Ils ont bien compris qu'il y avait une appétence de l'institutionnel pour cela. Mais ça ne suffit pas. Il faut que tout le monde accepte qu'il va y avoir un coût et un effort. Et un truc qui est absolument difficile à comprendre, c'est que la chimie est têtue. En fait, c'est ça le problème, c'est que la physique et la chimie, c'est de la physique et de la chimie. C'est pas de la littérature uniquement. Et donc, c'est difficile, on ne peut pas l'interpréter. Quand vous arrêtez le pétrole, vous savez et que vous préférez le gaz, vous savez que vous êtes moins efficace en énergie. L'énergie est moindre quand vous utilisez le gaz, quand vous utilisez le pétrole. Ça veut dire, en vérité, vous êtes moins efficace, donc vous allez avoir moins de rendement. Donc il faut l'accepter, il faut l'internaliser. Et c'est ça qui est très difficile aussi à accepter, y compris cette fois-ci par le monde privé, à qui on dit votre monde de rentabilité, votre efficacité, et donc l'efficacité via l'efficacité énergétique, va diminuer. C'est assez... quand on commence à expliquer tout ça, il va falloir dire... votre espérance de gain, votre welfare, c'est pas certain quoi demain. Donc ça c'est plus difficile à accepter. Le monde en transition va vers quelque chose de moins efficace. Sauf que à force d'être super efficace, on aura tué tout le monde. C'est sûr que moi, je suis d'accord. Hein, en 2100, ici, on ne sera pas très nombreux à avoir encore mal aux dents. Hein, c'est à peu près certain. Donc on peut. Mais c'est ça. Aussi, l'acteur économique, l'altruisme intergénérationnel, ça existe, quoi. Donc il faut qu'on pense à ça parce que et c'est ce que dit d'ailleurs les banques centrales. La Banque centrale européenne tout particulièrement, a rappelé aux établissements financiers qu'ils devaient aller plus loin dans leur risque climatique.
C'est un truc qui date d'il y a 2 semaines ou 3 semaines, si ma mémoire est bonne. Elle dit, attention, les institutions financières européennes, vous n'êtes pas au niveau sur l'appréhension du risque climatique. Parce que si vous exploitez des forêts, par exemple, j'étais avec un gros gestionnaire de forêt ce midi, il m'a dit, nous, on a réussi nos forêts n'ont pas été trop brûlées cet été, on a tout de suite tout coupé, on a recoupé tout de suite pour revendre tout de suite. Parce qu'il restait encore un peu de forêt, un peu de bois. Et alors, de mauvaise qualité, donc on n'allait pas en faire des beaux meubles, mais on pouvait faire de la pâte à papier avec. Donc il faut être très réactif, il faut être efficace, mais il y a des gens pour lesquels leur perte de rentabilité a été immédiate. Incendie, avec le climat que l'on a eu notamment dans les Landes, absolument catastrophique. Vous perdez, et ça, ils n'avaient pas forcément pris suffisamment en compte. Ils pensaient bien qu'ils pouvaient avoir un peu de forêt qui brûle, mais pas des méga-feux, comme on appelle ça aujourd'hui. Donc voilà des choses qu'il faut anticiper, que les entreprises doivent anticiper. Le risque opérationnel, le risque climatique n'est pas qu'un risque en 2050 ou en 2100. C'est un risque qui, dorénavant, l'occurrence, pardon, pour être vraiment statisticien jusqu'au bout, l'occurrence arrive aujourd'hui. Le risque climatique, il est aujourd'hui, il est avéré. C'est plus un risque, c'est une occurrence. Et donc, ça peut créer des grosses perturbations. La filière bois, vous avez compris que ça marchait à peu près dans le monde, que c'est un marché où on observe, je suppose, les bateaux qui transportent le bois, si on est bien informé. Et c'est un vrai sujet, parce que derrière, c'est du bois de construction. La forêt des Landes, le pin, c'est le bois de construction. Donc la construction bois, c'est fini. Ou pas. Voilà, c'est des vrais sujets. Donc voilà des sujets sur lesquels il faut s'interroger, que la puissance publique interroge sur le risque climatique aujourd'hui en matière opérationnelle et pas uniquement financière, opérationnelle. Risque d'aujourd'hui. Merci. Lilian, peut-être 2 mots sur la difficulté de construire des indicateurs fiables. Donc tu as un exemple à partager? Oui, effectivement. Aujourd'hui, on a la difficulté, en fait, tout simplement de construire ces indicateurs, parce qu'effectivement, il y a très peu de labels qui existent encore et qui font et qui permettent effectivement de challenger les données qui sont déclaratives. Et effectivement, on se rend compte que, par exemple, sur les premières notations ESG, sur toute la partie bancaire notamment, les entreprises bancaires en fait bénéficiaient d'une notation qui était très élevée dès le début. Et en fait, petit à petit, quand on est allé plus loin dans la recherche et on a affiné en fait les critères de recherche sur le S, sur le G et sur le E notamment, on se rend compte qu'en fait, petit à petit, ces notations elles baissent. Ces notations elles baissent parce qu'effectivement, plus on affine, plus on rentre de données et plus on va loin dans la recherche, plus on se rend compte qu'effectivement sur le scope 1, sur le scope 2, scope 3, mais effectivement on a déjà des difficultés et puis surtout on a des données qui sont moins bonnes qu'auparavant. Donc c'est toute cette partie-là en fait qui est intéressante aujourd'hui et qui surtout challenge aujourd'hui les entreprises, notamment dans le monde financier. Donc, Tan Long Huynh, sur les données, justement, quel est l'intérêt d'aller chercher des données satellitaires? Est-ce que ça va servir à certifier les reportings? Est-ce que ça va servir à compléter les données déjà existantes, les données déclaratives? Voilà, et également, autre question quand même intéressante, vous nous avez parlé de données que vous produisiez, mais vous-même, vous consommez beaucoup de données. Donc, il faut que vous la sourciez, cette donnée. Quel est un peu votre factory? Comment vous avez conçu votre business model et de la donnée? Vous êtes un transformateur de données, en réalité. Il y a trois sujets. Donc, le premier sujet, nous, on voit les données alternatives
complémentaire aux données, aux données traditionnelles. Données traditionnelles, ce sont les rapports financiers, etc., tout ce qui est données officielles. Et puis, nous, en fait, le positionnement, c'est après voir quel est le data gap, qu'est-ce qui manque justement, et comment on peut utiliser les données alternatives, soit pour mesurer plus en temps réel, parce que dans les rapports officiels, ça peut être lagué de 1 an ou 1 an et demi. Donc ça peut être aussi intéressant d'avoir des données plus actualisées. Donc ça, c'est comment utiliser les données alternatives. Donc c'est vraiment en complément par rapport aux données existantes. Non seulement en utilisant les données satellitaires, ça peut être aussi les données textuelles aussi. Également, il y a deux choses qui peuvent être faites. À la fois le risque physique, où là, on va faire des modèles pour estimer l'impact d'une inondation on va modéliser l'inondation et quels actifs peuvent être touchés. Donc les actifs peuvent être potentiellement touchés, ça veut dire une perte de valorisation des actifs. Donc là, c'est ce qu'on appelle vraiment le risque physique. Également le risque de transition également. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que vous avez l'extraction minière, le lithium, vous allez en avoir besoin si vous voulez faire des batteries, mais voir également aussi quel est l'impact environnemental en termes de transition. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Donc c'est en termes de positionnement. La deuxième question, c'était, oui, on consomme des données, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les données textuelles, les données satellitaires, etc. On utilise intensément tout ce qui est intelligence artificielle pour l'analyse d'images, pour l'analyse de données textuelles. On n'utilise aucun outil de traduction. Toutes les données en chinois sont analysées en chinois, toutes les données en arabe sont analysées en arabe. Et qu'est-ce qu'on en fait derrière? Donc la factory, donc c'est tout ce qui est, on va dire, la raffinerie digitale, c'est l'intelligence artificielle. Et l'output, au départ, c'est des indices de croissance économique, je vous en ai parlé, updatés tous les jours, etc. Et puis maintenant, on est capable de faire de mesurer la pollution au niveau du pays. C'est ce que je vous disais en termes de NO2, de SO2, etc. Et donc après, en fait, vous pouvez faire de la croissance économique par unité de pollution aussi. Parce que, en fait, on va regarder un niveau de 5% de croissance économique, quels sont les pays qui polluent plus ou moins, et après, à partir de ça, vous pouvez faire des indices, en fait, qui vont réallouer à croissance économique équivalente vers les pays qui polluent moins par rapport à d'autres. Voilà. Donc ça peut être le output. Donc le output, ça peut être de la croissance économique, aussi de l'impact environnemental, mais quand vous faites le ratio, c'est la croissance économique par unité de pollution. Et puis, il y avait un troisième sujet qui m'a échappé, du coup, une troisième question, mais ça m'a échappé. Bon, donc voilà. En tout cas, les deux. En tout cas, Je crois que moi aussi, ça m'a échappé aussi. Les deux. Ah, et le business model, du coup, voilà. Oui. Donc, le business model, en fait, il y a deux business models. Un, c'est comme une plateforme, comme un Bloomberg. Donc, vous accédez une plateforme web. Je pourrais même vous montrer vraiment en temps réel. D'ailleurs, justement, quelqu'un de notre équipe me disait, tiens, regarde, il y a de la pollution sur la ville de Qingdao. Qingdao, c'est le nord-est de la Chine, la ville sidérurgique. Il me dit, mais est-ce qu'on publie ça? Parce que je vois rien dessus. Je lui ai dit, justement, c'est ça qui est intéressant. Créer de la donnée qui n'existe pas, justement, et des données factuelles. Donc, le business model, c'est comme un Bloomberg. Ça, c'est une licence. Et puis, il y a un deuxième business model où il y a des fonds d'investissement ou des indices qui sont créés à partir de nos données. Et là, on fait du partage de revenus. Donc, qui dit indice dit création de fonds d'investissement pour repliquer les indices. Et là, on est sur un business model de partage de revenus. D'accord. Merci, Tan Long. Xavier Desmadrilles, c'est vrai qu'on a parlé de choses assez techniques. Donc, il y a une composante technique indéniable. Il y a aussi une composante humaine. On a compris que c'était un phénomène collectif. Il fallait créer l'adhésion. Dans l'entreprise, c'est également le cas, dans un grand groupe comme HSBC Asset Management. Comment faites-vous au niveau organisationnel pour gérer ces sujets, pour traiter ces problèmes, nouveaux sujets de données? Donc il y a aussi des impacts informatiques. Il y a des impacts réglementaires, de reporting, des impacts business. Sans rentrer dans tous les détails parce qu'on a un temps limité. Dans les grandes lignes, chez HSBC Asset Management, comment vous y prenez? Alors, de toute façon, nous, on a deux drivers principaux. Premièrement, c'est les clients et deuxièmement, c'est la législation. Et les deux nous amènent naturellement à vraiment avancer, investir et nous développer.
On va parler rapidement des clients. J'évoquais tout à l'heure les investisseurs institutionnels, les fameux fonds de pension notamment. C'est vrai, et ce qui est vrai en Europe est aussi vrai dans quasiment toutes les parties du monde. On aime dire parfois que les Américains ne s'intéressent pas à ces sujets-là. En fait, c'est une vision qui est un peu erronée, parce que j'ai eu l'occasion d'interagir avec des fonds de pension californiens, des fonds de pension new-yorkais. Ils ont un niveau de réflexion extrêmement avancé, et ils ont les mêmes problématiques. Ils investissent à très long terme, il y a un risque climatique qui doit être pricé, qui doit être intégré. Donc, ils nous demandent, nous, asset managers, puisque nous, notre business model à nous, c'est de faire de la gestion pour compte de tiers. Ils nous disent, d'ailleurs, voilà, vous allez effectivement maximiser les profits, mais c'est de l'optimisation sous contrainte. Et donc, on en revient au modèle que j'évoquais tout à l'heure, c'est obtenir les meilleures performances ajustées du risque sur la durée. Et on aime évoquer la notion de responsabilité fiduciaire. Et notre responsabilité fiduciaire, c'est ça. Donc ça, c'est pour l'aspect client. Maintenant, l'aspect réglementaire, alors il y a des législations ESG, mais il y en a partout. Il y en a en France, il y en a en Europe, et il y en a partout ailleurs. Alors, je vais vous en citer une première, la loi de transition écologique, donc, qui est une loi française, donc, qui est déjà relativement ancienne. Elle était précurseur, elle nous a amenés à prendre en compte ces problématiques très sérieusement. SFDR, donc ça, c'est une législation européenne. Ça nous amène à reporter sur l'ensemble des aspects. Et à partir du moment où on reporte, donc on doit comptabiliser, on doit compter, et implicitement, on doit réduire, évidemment. Et chose intéressante, nous, comme HSBC, ça veut dire, ce que j'évoquais avec tout à l'heure avant la conférence, ça veut dire Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Donc, je ne vous fais pas de dessin. Donc, on est obligé de s'intéresser d'extrêmement près à l'Asie. Je vais vous citer simplement 2 pays. Hong Kong, qui est là quelque part où on a notre deuxième siège social. Il y a une législation qui est en train d'être introduite par l'équivalent de la COB locale qui s'appelle la SFC. Et il y a une législation comparable à Singapour qui amène très clairement à prendre en compte tous ces sujets-là. Et quand on parle de législation, alors, par rapport à ce que disait Jérôme Bacher tout à l'heure, malheureusement, j'aimerais bien parfois pouvoir me concentrer sur un seul sujet, mais je ne le peux pas, parce que je suis obligé d'intégrer tout un tas de dimensions. Et notamment, quand il y a eu le lancement de SFDR, j'étais dans un panel un peu comme celui-ci, avec le brillant sujet du Trésor qui avait, entre guillemets, pondu cette loi. Et ça partait d'un bon sentiment, ça allait dans un bon sens. Mais j'ai dit, mais malgré tout, est-ce que vous êtes conscient du fait que vous me demandez de reporter sur la biodiversité, qui est quelque chose qui est défini, certes, d'un point de vue scientifique, mais qui n'est absolument pas quantifié et mesuré. Comment je fais ? Eh bien, il m'a dit en substance, vous vous démerdez, on compte justement pour que les asset managers fassent pression sur les entreprises en leur demandant ces informations pour qu'en fait, elles remontent à la surface. Et donc, c'est un cercle vertueux quelque part. Mais quand on est au front, c'est pas forcément évident, d'autant plus qu'on est quelque part contraint de reporter sur des choses qui existent à peine. Alors tout ça, pour répondre à la fin de votre question, comment s'organise-t-on ? C'est pas compliqué. On a des équipes de data scientists. On a des équipes comme la mienne qui sont des équipes de recherche qui interagissent beaucoup avec des équipes comme celle de Tianlong. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? On va essayer de construire des modèles nous permettant d'acquérir ces données qui nous font défaut. Il n'y a pas de mystère pour mesurer l'impact en termes de biodiversité d'une entreprise. Justement, là, on a besoin d'images satellitaires. Parce que l'impact en biodiversité, c'est quoi ? Je construis un centre commercial dans une zone qui est déjà bétonnée. L'impact environnemental, l'impact sur la biodiversité sera finalement assez limité parce que la biodiversité, il n'y en a plus. Je construis le même centre commercial au milieu d'une forêt équatoriale. Là, croyez-moi, de l'impact biodiversité, il va y en avoir. Donc, il faut qu'on puisse bien comprendre où se trouvent ces différents sites, dans quel environnement ils se situent, et donc qu'on puisse mesurer ce que j'appellerais la pression environnementale. Donc, on est dans une logique, nous, de développement de réflexion en interne, de développement de méthodologie, et donc ça maintenant, c'est quelque chose qui relevait de... Je suis assez bavard, qui relevait de l'anecdote il y a encore une vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est plus une anecdote. Clairement, je ne vends quasiment pas un fonds aujourd'hui s'il n'est pas un tant soit peu âgé, c'est-à-dire s'il ne prend pas en compte ces critères-là.
Et donc ça implique, qui dit vente, implique de travailler avec les commerciaux, donc ça implique les équipes de recherche, les équipes de gestion de front office qui ont dû s'éduquer à vitesse grand V. Donc il y a tout un tas de formations, et donc c'est un effort d'entreprise qui véritablement implique tout le monde. Merci Xavier Desmandril. Jean Bacher. Je vais rebondir, comme ça supprimera ma prise de parole après, donc c'est bien. Non, mais c'est mieux quand on fait une table ronde, je trouve, d'essayer de rebondir sur ce qui vient d'être dit. Alors, je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire, et pas d'accord avec ce que vient de dire Lilian. Alors, c'est dommage, mais c'est juste pour pouvoir... non, c'est juste pour me moquer un tout petit peu. Là, quand j'ai fait ce rapport, je n'y connaissais rien, et aujourd'hui, j'y connais encore moins, mais tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais ce que j'ai remarqué, c'est les labels. Il me dit, il n'y a pas beaucoup de labels, et donc vous cherchez... Alors, j'étais embêté parce que sur 3 pages différentes, donc il y a 3 encadrés, un sur le label Greenfin, un sur le label européen, l'écolabel européen, puis un autre sur le fameux label ISR qui a été refondu cet été, comme vous l'avez parfaitement suivi. Donc vous voyez bien, il y en a d'autres. Et quand j'ai commencé à voir, en fait, c'était la multitude d'acteurs qui m'a aussi impressionné. Chacun essaye aujourd'hui de se définir. On est dans un monde en transition aussi sur la finance et sur la norme et la normalisation. J'en ai parlé avec l'ancien, d'abord, président de l'AMF, que j'ai eu le bonheur d'auditionner 2 fois en un mois, là-dessus, parce que l'autorité des marchés financiers est là aussi pour dire, attendez, vous nous vendez du vert, est-ce que c'est vraiment vert ? Est-ce que c'est bien certifié ? Est-ce que vous avez bien le tiers certificateur honnête ? Est-ce que donc on a bien derrière aussi, on est aussi en transition sur ces marchés. Et il y a une proposition forte que je fais qui est un peu de provocation, donc j'en ai conscience, donc je préfère le dire. On connaît tous, enfin on devrait tous connaître, enfin surtout vous, la comptabilité en partie double. C'est le truc qu'on a tous appris à un moment dans nos études. Hein. Eh bien, je propose une comptabilité, non pas une double comptabilité, mais une comptabilité en partie triple. Il faudrait compter les carbones aussi. Et qu'ils soient donc autant certifiés. Autant certifiés que le sont. Et donc, il faut aussi avoir un certificateur. Et puis, avec la comptabilité, avec les données extra-financières, eh bien, c'est comme ça que je crois qu'un certain nombre de compagnies bien connues, type Moody's, S&P, Fitch et les autres, moins connus, font un moment un jugement extra-financier. Et c'est extrêmement important. Et c'est là où on a besoin non seulement des données objectives, donc bien compter les carbones, et les carbones jusqu'au bout, ou pas, à l'inventaire, ou alors en scope 3, pour dire les choses en mauvais français. Et puis après, il faut pouvoir avoir ce jugement extra-financier, non seulement à partir des bases de carbone, mais également avec des données macroéconomiques, géopolitiques, et mesurées, et apportées par des agrégateurs de données, de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est très important. Mais là encore, quand on va mettre de l'intelligence artificielle, des machine learning, eh bien, il faut aussi savoir et rentrer dans la bête pour dire, regardez dans le capot, qu'est-ce que vous sortez comme données à la fin. Parce que ça, vous pouvez, derrière, créer aussi de la perturbation. Vous pouvez mettre beaucoup de variations, beaucoup de volatilité, notamment aujourd'hui dans des marchés qui sont extrêmement volatiles. Tous vos marchés qui sont backward looking, ils sont forcément faux. Forcément faux. Et tout ce que vous faites en termes de projection statistique et mathématique, vous n'êtes plus du tout dans le cadre. Parce que vous êtes pendant 20 ans, et les 20 ans de données dont vous disposez, eh bien, elles ne sont pas bonnes. Car on est dans un autre monde. Et donc, des choses ont peut-être changé. Donc, votre modèle, votre variance, ça commence à être compliqué. Et donc, tout ça, il faut pouvoir l'intégrer. Et comment se dire que mon modèle quantitatif n'est pas forcément aussi bon, c'est aussi par du qualitatif et d'autres données que l'on peut approcher, parce que vous n'avez pas forcément la mesure, mais l'approche de la mesure, l'équivalent mathématique que vous pouvez projeter. Et ça, c'est des choses qui sont pas faciles forcément à expliquer, à exprimer. Enfin, voilà ce que je voulais dire. Pas toujours. Alors ça, en termes de loi, voilà. Je vous dis les choses. Tout ne se fait pas dans la loi, et je crois beaucoup au comportement de l'ensemble des acteurs pour après influencer la loi, et c'est fait pour. Merci Jean Bacher. Jean Boutan, qu'est-ce qu'il faut financer alors aujourd'hui ? Alors peut-être, vous voulez nous quitter, Jean Bacher ? Je sais que vous avez une contrainte, vous avez quelques minutes encore. Je suis trop en retard, j'ai gagné un quart d'heure. Ah mais c'est parfait.
Mais vous allez pouvoir répondre aussi à la question, alors juste après, et j'aimerais beaucoup vous la poser. Qu'est-ce qu'il faut financer? Vers quoi on oriente les capitaux, idéalement? Vous me posez la question à moi? Oui. Ah oui. Quelle est votre proposition? Non, je voudrais revenir sur... Oui, je vais vous répondre, essayer de vous répondre. Quand j'ai parlé de la COP27 tout à l'heure et les problématiques, les thèmes qu'elle n'avait pas réussi à résoudre, donc j'ai rapidement survolé le problème de l'adaptation, le financement de l'adaptation. Donc le financement de l'adaptation est problématique dans le monde. C'est le parent pauvre hein, du financement. À peu près un tiers des financements climat sont adaptation, 2 tiers de l'atténuation. Et pourquoi? Donc la COP27 s'est acharnée à mettre tout le monde d'accord sur un Global Goal of Adaptation, hein, un objectif global pour l'adaptation. Mais la détermination de cet objectif dépendait de l'existence d'indicateurs et de métriques fiables. On l'a dit tout à l'heure. En atténuation, il y a les tonnes d'équivalent CO2, si vous voulez, où il y a les degrés. Enfin, c'est simple, vous cumulez des tonnes d'équivalent CO2 et des modèles vous disent quelle sera l'augmentation en degrés. Donc il y a une métrique simple. En adaptation, ça n'est pas le cas. Et pour vous donner une idée de la complexité du problème, lorsque, au CITEPA, nous sommes intéressés aux métriques de l'adaptation, avant, on a fait un petit tour du monde, en tout cas, du monde de la finance, des bailleurs de fonds, des banques de développement. Et donc, j'obtiens par Business France, je suis très content à l'époque, il y a 5 ans, un rendez-vous avec les 2 seniors analystes de l'Asian Development Bank à Manille, la Banque asiatique du développement à Manille. Je suis ravi de leur parler, ils me parlent un petit peu de leurs problématiques, et je leur pose la question de savoir alors sur quel jugement et quel raisonnement ils appliquent pour financer tel ou tel projet, pour financer l'adaptation, des projets d'adaptation qui leur sont soumis à appréciation. Et les 2 me répondent, bah, c'est tout simple, on ne les finance pas. Ah bon? Mais vous êtes une banque de développement, changement climatique. Là, je commençais à perdre pied. Je dis quand même, l'Asie, c'est grand, l'adaptation, il y a quand même des problématiques. Mais il dit non, parce que, en fait, quand un porteur de projet, soi-disant adaptatif, vient nous voir, on ne sait pas si le projet est repeint en vert, pour nous, ou s'il est vert, au sens du vert qu'on essaye de définir tout à l'heure, qu'on a du mal à définir. Et ils me prennent l'exemple d'un pont. Donc, un porteur de projet arrive avec un pont qu'il faudrait, en Thaïlande, réaliser sur 2 km de long. Alors on demande, mais pourquoi 2 km? Et vous comprenez, 2 km parce que compte tenu des modélisations climat dans cette région, en 2040, en 2050, le lit de la rivière devrait se déplacer dans une zone, dans un intervalle, en fait, qui peut faire à peu près 2 km. Et donc, si le pont fait 2 km, c'est une adaptation au changement climatique, le lit de la rivière, ça va se déplacer. Et devant cette affirmation, dans l'absence de métriques, on ne peut pas financer ce projet parce qu'il est possible que cette demande de financement pour un pont soit juste la demande de financement d'une infrastructure qui permettait à des camions de rouler d'un point A à un point B et de ne pas faire la différence. Donc la métrique, c'est quelque chose qui paraît indispensable pour orienter justement les financements et en conscience. La deuxième chose, il y a 1 ou 2 diapositives qui peuvent l'illustrer là-dessus, mais la deuxième chose, on peut passer ça parce que on n'a pas le temps, c'est les pouvoirs publics. La deuxième chose, c'est la transparence. Hein, ça a été dit. Bon, la transparence, elle existe, c'est le leitmotiv, si vous voulez, de l'accord de Paris. S'il y a un seul mot à retenir de l'accord de Paris, c'est le souci d'augmenter la transparence avec lesquels les acteurs, alors surtout les acteurs nationaux, mais aussi les acteurs territoriaux, et un peu, mais timidement, des acteurs économiques, des filières et des entreprises, font preuve de transparence dans les chiffres qu'ils annoncent sur leurs émissions. Quel périmètre, quel scope, quelle envergure. Donc on a différents critères là-dessus, de fiabilité, de précision, d'exhaustivité, de complétude, etc., qui définissent en quoi une donnée transparente doit réunir un certain nombre de qualités. Donc les États doivent faire preuve de transparence sur les chiffres qu'ils publient, qui sont leur trajectoire à venir, les contributions déterminées au niveau national. Les entreprises sont tenues de faire preuve de transparence, parce que cette transparence paraît être la condition sine qua non à être crue. Donc annoncer quelque chose sans faire preuve de transparence sur la façon dont on a obtenu un chiffre, sur la façon dont on le vérifie, et notamment par analogie avec ce que l'on fait au CITEPA pour le ministère de l'Environnement,
par des pairs, c'est-à-dire par des vérificateurs extérieurs à la structure, qui en garantissent en quelque sorte, dont l'impartialité n'est pas remise en doute. Sans cette vérification extérieure, certains ont parlé même de certification extérieure, eh bien, le chiffre ne peut pas être cru. Est-ce que le chiffre est fiable? Si le chiffre ne peut pas être cru, et le chiffre déjà n'est obtenu, je ne reviens pas trop là-dessus, sur l'existence de métriques. Donc, supposons l'existence d'une métrique qui permet d'aboutir à un chiffre, à un ratio significatif. Ce ratio ne peut être entendu, ne peut être écouté, ne peut être admis en confiance que si les moyens de parvenir et le registre de la preuve existent et que ceci a été validé par un tiers. Donc, il faudrait... Donc, quand on pose la question de savoir comment orienter les financements, eh bien, je pense que les financements doivent être orientés vers ceux qui sont en mesure de faire preuve de la transparence nécessaire à prouver ce qu'ils disent, soit en termes d'émissions, soit en termes de projection. Monsieur parlait tout à l'heure de disant le bilan, c'est le passé. En gros, maintenant, on est dans la dynamique. Scope 4, dynamique. Oui. Alors moi, je suis moins ambitieux que vous parce qu'on travaille sur les méthodologies. Déjà, on a du mal avec le scope 1. Donc, vous voyez, bon, là, vous êtes au scope 4. Oui, d'accord, très bien. Donc, on parle. Oui, donc, scope 2, scope 3. Donc, vous savez, ça a été dit aussi que, par exemple, au sein d'un secteur d'activité, par exemple le secteur financier, je ne sais pas s'il existe comme secteur, ou des assurances, ou des mutuelles, ou des banques, eh bien, tous les scopes 3 ne sont pas additionnables. Donc, les empreintes de la banque A, au sens tous les scopes, ne sont pas additionnables à l'empreinte de la banque B, la banque C, et donc on ne peut pas reconstituer sur la base des empreintes diffusées par ces banques la totalité du secteur banque. Quand on dit que dans l'accord de Paris, les trajectoires sont transparentes, sont soumises à vérification, etc., c'est un dispositif, disons, mondial, onusien, non coercitif, en bottom-up. On laisse l'entière marge de manœuvre, liberté de manœuvre à chaque État, à essayer de construire sa trajectoire comme il le souhaite. Alors, il s'entoure plus ou moins de spécialistes, plus ou moins fiables, mais il doit passer par les fourches codines d'un système de transparence renforcé. Malheureusement, cette transparence ne va pas jusqu'à aligner tous les acteurs. Donc, il ne faut pas imaginer une contribution d'un pays au climat, sa trajectoire, comme l'addition, comme de bons petits soldats, de chaque acteur économique qui additionne, dont on additionnerait toutes les émissions, pour aboutir, par cette agrégation, à reconstituer toute l'économie. Non, c'est quelque chose de macro qui est fait par des modélisations, qui compare un scénario business as usual avec un scénario avec mesures supplémentaires. Troisième point. Il va paraître paradoxal, me semble-t-il, dans quelques années, d'ici déjà l'an prochain, à ce que les crédits carbone, c'est-à-dire les bons qui peuvent s'échanger d'un pays à un autre, d'une région à une autre, d'une entreprise à une région, d'une entreprise à un pays, etc., d'un pays à une entreprise ou à une région, que tous ces crédits qu'on appelle ITMO dans le langage de l'article 6.2 et de l'article 6.4 de l'accord de Paris, dont les règles ont été fixées à Glasgow l'an dernier, encore plus cette année, il va paraître paradoxal à ce qu'une certification bien plus forte sur ces flux de crédit soit apportée, bien supérieure à la certification qui peut être accordée aux simples politiques d'atténuation d'un acteur économique. Donc, imaginez, un acteur économique, une entreprise, va identifier un certain nombre de leviers dans son plan d'action pour décarboner. Eh bien, on va trouver un monde, à partir de 2024, où les émissions qu'elle pourrait acheter, le crédit d'émissions qu'elle pourrait acheter sous la forme de bons, aura plus de valeur, plus de transparence et plus de certification que les actions d'atténuation elles-mêmes, alors que, normalement, en bonne pratique, les crédits carbone de compensation ne doivent intervenir qu'en dernier recours, lorsque toutes les solutions d'atténuation en interne ont été épuisées. Donc, je dirais que c'est ça le dernier point, peut-être, pour savoir comment orienter en fait, les investissements vers les vrais verts. Eh bien, c'est de s'inspirer et de regarder, en fait, mais à la loupe, et même voir au microscope, les travaux de la stratégie nationale bas carbone, notamment, alors, il y a la stratégie nationale bas carbone 2, qui est celle qui est en vigueur, mais il y a la préparation de la stratégie nationale bas carbone 3, et notamment des scénarios dits avec mesures supplémentaires, AMS. Et lorsque vous listez toutes ces mesures, on peut voir une diapositive juste avant, et je terminerai là-dessus, encore avant,
Oui, alors c'est illisible, et je vous le donnerai, illisible, mais c'est une liste. Alors c'est une liste de mesures. Et cette liste de mesures doit, à un esprit sensé et qui dispose d'un petit peu de temps, donner des pistes pour savoir finalement dans quel secteur vont se trouver les transformations, les transitions et la possibilité de trouver des acteurs qui se lancent en fait dans ces transformations. Et donc il faut pouvoir lire tout ceci pour comprendre de quoi ça ferait l'avenir, puisque nous vivons en France dans un pays un peu stratège encore. Il y a des pays qui n'influent pas du tout sur, ou qui ne veulent pas influencer les acteurs économiques. À l'époque de Trump, non seulement l'administration était sortie de l'accord de Paris, mais aussi de l'EPA en termes de financement, l'agence américaine d'environnement. Et donc les acteurs étaient livrés à eux-mêmes. Mais dans un pays comme la France, il y a Afrostratégie, il y a des think tanks, il y a aussi des experts qui raisonnent sur ces stratégies avec les acteurs pour impulser un mouvement. Et cette impulsion-là, avec beaucoup d'argent derrière, et de l'argent européen aussi, cette impulsion doit pouvoir guider les investisseurs sur les secteurs où aura lieu, les sous-secteurs, la transformation, la transition. Merci, j'ai entendu les verres teintés, c'est bientôt l'heure du cocktail. Je pense que effectivement, nous aurons dans le futur là où nous investissons aujourd'hui, ce que nous finançons aujourd'hui, c'est ce que nous récupérerons dans le futur. Alors j'ai une statistique, j'ai compris que j'avais affaire à un panel extrêmement scientifique, et j'ai une statistique à vous livrer. C'est pas vraiment une statistique, c'est le résultat d'un modèle fait par un membre de l'Académie des sciences, Jean-Philippe Bouchot, qui est aussi un gérant d'actifs fort connu dans la profession. De ces modèles, Jean-Philippe Bouchot dit que 1 euro investi quelque part dans une action fait augmenter, savez-vous de combien la capitalisation boursière de l'entreprise? L'ordre de grandeur? Un pronostic, c'est 1 euro. C'est 1 euro. Donc sur du long terme, l'impact de long terme d'un investissement de 1 euro, ce n'est pas un impact sur la microseconde au moment où l'acte, la transaction est réalisée. C'est un impact sur la capitalisation boursière du même ordre de grandeur. Ce qui signifie que les investissements, c'est quelque chose qui ne va pas être du tout négligeable. Et je pense que c'est peut-être un des paris pascaliens du XXIe siècle. Voilà, bon, pour la référence littéraire, il fallait bien que quelqu'un s'occupe de ça. Je m'y suis. Voilà, je m'y colle. Merci à tous.